Le télescope Hubble est en orbite autour de notre planète et observe l'immensité de l'univers et ses mystères. Comme il est en dehors de notre atmosphère, Hubble peut voir bien plus loin que les télescopes terrestres. En plus, il n'y a pas de nuages là-haut, tu sais. Il nous a par exemple aidé à confirmer la théorie des trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Il a également découvert tout un tas de nouvelles galaxies, dont la plus ancienne du monde, qui a environ 8 milliards d'années de plus que notre Voie lactée. Mais voyageons à 25 années-lumière pour voir une autre étoile spéciale, Fomalhaut. C'est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne. Et elle se trouve dans la constellation du Poisson astral. Elle est presque 2 fois plus grosse et plus lourde que le Soleil. Si tu la regardes de loin, tu peux voir un disque jaune vif autour d'elle. C'est un disque de débris plein de morceaux de roches spatiales et il est énorme. Sa largeur mesure environ 25 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Les scientifiques étaient curieux de savoir si toute cette poussière d'espace allait se rassembler pour devenir un jour une planète. Mais alors, ils ont vu tout autre chose. Juste là, à travers tous ces débris, se trouvait un objet énorme et mystérieux. Un gros point jaune en orbite autour de l'étoile. On aurait dit qu'il glissait sur une patinoire cosmique. En 2008, les scientifiques ont donc annoncé qu'ils avaient découvert une exoplanète appelée Fomalhaut B. C'est la première planète en dehors de notre système solaire que nous pouvions réellement voir de nos propres yeux. Il est difficile de savoir à quel point elle est lourde, probablement comme 2 Mars réunis, et elle vit assez loin de son étoile hôte, environ 4 fois la distance entre le Soleil et Neptune. Une année sur la planète équivaudrait à 1700 années terrestres. Nous serions tous des bébés là-bas. Donc, voici la question. Cette planète existe-t-elle vraiment ? Les scientifiques se sont disputés à ce sujet, puis en 2012, le fidèle télescope Hubble a fourni de nouvelles données. Tout était vrai depuis le début. Si c'était une géante gazeuse comme Jupiter ou Saturne, elle serait incroyablement jeune, environ 10 fois plus jeune que la Terre. Et toute cette poussière autour d'elle semble briller sans arrêt. Il faudrait porter des lunettes de soleil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais et aujourd'hui ? Eh bien, elle a disparu de nouveau. Rien d'autre qu'un gros beignet de débris. Alors, peut-être qu'elle a été détruite par un astéroïde géant, comme celui qui a rayé les dinosaures de la surface de la Terre. À moins qu'elle n'ait été écrasée par un objet libre de masse planétaire. Ce sont des planètes qui volent partout dans la galaxie sans suivre une orbite particulière. Peut-être que toute cette poussière est tout ce qui reste d'une collision frontale. Ou peut-être que quelque chose a déraillé au cœur de la planète et a explosé de l'intérieur. Les scientifiques pensent aujourd'hui que Fomalhaut B n'a jamais vraiment été une planète en soi. Ce n'étaient que les restes de 2 gros rochers qui se sont écrasés l'un contre l'autre. De loin, ce genre d'énorme collision ressemblerait en fait à un point jaune. Ces 2 roches spatiales qui sont rentrées en collision devaient faire au moins 200 km de large. C'est comme la distance entre Washington et Philadelphie. Mais ce n'est pas la première fois qu'une planète apparaît et disparaît ainsi de la vue. Les scientifiques pensaient avoir trouvé une planète de la taille de la Terre en orbite autour de notre voisin Alpha Centauri. Ils l'ont appelée Alpha Centauri Grand B Petit B. Pas vraiment accrocheur. En plus, il s'est avéré qu'elle n'existait pas. Oups! Les scientifiques font des erreurs comme nous tous. Il n'y a pas si longtemps, ils pensaient qu'il pouvait y avoir de la vie sur Vénus. Ils ont trouvé des traces d'un gaz spécial appelé la phosphine. Cela peut être un signe qu'il y a de la vie. L'info a fait les gros titres pendant 1 mois. Mais ensuite, quelqu'un a décidé de revérifier les données. Il y avait un peu de phosphine qui flottait, certes, mais pas autant qu'ils le pensaient. Si tu remontes dans le temps de quelques centaines d'années, tu peux trouver des erreurs encore plus stupides. À l'époque, les gens croyaient que le Soleil tournait autour de la Terre et que notre planète était le centre de tout l'univers. C'est parce qu'ils n'avaient pas d'équipement sophistiqué pour mesurer les données. Les gens voyaient le Soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest. C'était suffisant pour dire que le Soleil tournait autour de nous. Qu'est-il donc arrivé avec cette planète ? En gros, Hubble a pris une photo de tout le système stellaire, mais comme elle est tellement loin, la photo est sortie un peu floue. Les scientifiques ont juste vu un gros point jaune et ont supposé que c'était une planète. Les scientifiques n'ont pas l'habitude de prendre des photos de planètes aussi lointaines. Ils doivent normalement utiliser les mathématiques pour les trouver. Les objets spatiaux bougent constamment les uns par rapport aux autres. Cette danse dégage beaucoup d'énergie,
comme l'énergie gravitationnelle et l'énergie lumineuse. Voilà comment cela se passe. Disons qu'un ami à toi se cache derrière un mur. Tu ne peux pas le voir, mais tu peux voir son ombre sur le sol. C'est un peu comme ce que font les scientifiques quand ils regardent les étoiles à la recherche de planètes. Et alors, une planète a disparu à des milliards de kilomètres d'ici. Ok, mais que se passerait-il si notre système solaire parfaitement équilibré perdait une de ses planètes? Tu peux être sûr que cela affecterait nos vies. Mercure est en tête de liste. Bonne nouvelle, elle est trop petite pour avoir un effet gravitationnel sur notre planète. Donc, on ne remarquerait même pas sa disparition. La prochaine sur la liste est Vénus. Cette planète chaude est parfois appelée la sœur jumelle de la Terre. Elle est complètement inhabitée, bien sûr. À part cela, Vénus est l'un des points les plus brillants de notre ciel nocturne. Sortons-la du système solaire et... Waouh, il fait beaucoup plus sombre la nuit. Mais quand même, ce n'est pas vraiment un problème non plus. Mars. La vie sans Mars pourrait même être une bonne chose pour la Terre. Il y a une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. La gravité de Mars peut prendre un astéroïde de cette ceinture, le faire tourner et le catapulter vers nous. Sans Mars, les astéroïdes resteraient en place grâce à la gravité de Jupiter. Jupiter est plus lourde que toutes les planètes de notre système solaire réunies. Elle retient la ceinture d'astéroïdes et sa gravité est assez forte pour affecter la Terre. Quelques milliers d'années après sa disparition, nous remarquerions de grands changements. Nous nous rapprocherions du Soleil, ce qui signifie plusieurs choses. 1. Nous aurions un climat beaucoup plus chaud toute l'année. Et 2. Nos jours, nos semaines et nos années seraient plus courts. Saturne, Uranus et Neptune sont trop loin pour que nous puissions remarquer leur disparition. Il n'en reste plus qu'un, non, ce n'est pas Pluton. Et si la Lune disparaissait? En gros, ce serait le chaos. La Terre s'inclinerait encore plus qu'elle ne le fait déjà, et le climat dans le monde entier deviendrait fou. Encore plus fou que maintenant. Cela pourrait même conduire à une nouvelle ère glaciaire. La Terre se mettrait à tourner beaucoup plus vite, de sorte qu'au lieu de 24 heures par jour, nous pourrions avoir entre 6 et 12 heures. Et même si les nuits seraient beaucoup plus courtes, elles seraient aussi beaucoup plus sombres qu'auparavant. Lorsque nous observons la Lune, nous voyons en fait le Soleil qui réfléchit sa lumière dessus. La Lune, même nouvelle, est généralement l'objet le plus lumineux dans le ciel nocturne. Si le Soleil devait disparaître de notre ciel, ce serait la fin de la partie. Cette étoile est le centre de tout notre système solaire. Sans elle, les orbites de toutes les planètes s'effondreraient et nous nous déplacerions dans le chaos le plus total. La Terre, la Lune et toutes les autres planètes voisines se précipiteraient dans l'univers et se dirigeraient vers... Enfin, nous ne savons pas. Le jour serait un vieux souvenir, car nous aurions besoin du soleil pour cela. Donc la nuit serait éternelle, nous ne verrions probablement plus jamais la Lune, nous ne verrions probablement plus jamais rien. La Terre deviendrait de plus en plus froide et toute l'eau de la planète gèlerait progressivement. Mais que se passerait-il si le Soleil se transformait en un trou noir? Nous pourrions toujours tourner autour en espérant que nous soyons assez éloignés pour rester en sécurité. Mercure et Vénus pourraient être engloutis, mais nous pourrions avoir de la chance. Nous resterions donc là où nous sommes, mais nous n'aurions pas le Soleil pour nous réchauffer. Si cela se fait assez lentement, nous pourrions être en mesure de nous adapter. Nous aurions besoin d'une nouvelle source d'énergie, d'une nouvelle source de lumière, et les plantes devraient s'adapter pour obtenir leur énergie d'un autre endroit. Nous devrions probablement construire une énorme tente au-dessus de chaque ville, forêt, océan. Ou nous pourrions tout simplement sauter dans une navette et partir sur une autre planète. Quelle histoire! Que se passerait-il si notre planète se divisait en deux parties distinctes, l'une entièrement constituée de terre et l'autre d'eau? Pourrions-nous survivre à l'une d'entre elles? Et comment? Eh bien, aujourd'hui, tu as de la chance car je vais répondre à cette brûlante question. Alors, imaginons que notre Terre s'est divisée en deux planètes et qu'elles partagent la même orbite. Appelons ces planètes hypothétiques le rocher et le globe d'eau. Je sais, pas très original. Bref, commençons par le rocher, car il est beaucoup plus facile de l'imaginer. Il suffit de se demander, que se passerait-il si tous les océans de la Terre s'asséchaient soudainement? Nous savons qu'il n'y a pas de vie sans eau. Elle couvre 70% de la surface de notre planète. Il y a tellement d'eau que même si tous les océans et les mers disparaissaient, il en resterait encore, dans les nappes souterraines, les rivières, etc. Mais malheureusement, ce ne serait pas suffisant pour que nous puissions survivre. Toutes les créatures marines disparaîtraient.
Après un certain temps, tous les autres animaux, les plantes et aussi bien sûr les humains, subiraient le même sort. Les forêts complètement asséchées s'enflammeraient tôt ou tard et brûleraient jusqu'à ce que tout ne soit plus que cendres. Mais bon, ce ne serait peut-être pas si grave. La vie pourrait toujours exister, sous une certaine forme. Certaines bactéries sont encore plus résistantes que les cafards. Elles sont capables de survivre dans les conditions les plus défavorables. Par exemple, les extrémophiles sont déjà en mesure de vivre sans eau. Ces petits gars peuvent survivre dans un environnement incroyablement chaud ou acide, sans eau ni lumière du soleil. Sans eux, notre rocher deviendrait une planète vide et sans vie. Mais qui sait ? Peut-être qu'un jour, les extrémophiles évolueront vers des formes hyper cool qui pourront survivre dans n'importe quel environnement. Mais pour l'instant, notre rocher est juste un rocher flottant en gros. Pardon ? Tu imaginais un désert aride ou une steppe brûlante ? Surprise, surprise ! Cette planète est en fait extrêmement froide. Tu vois, sans eau, il n'y aurait pas d'atmosphère. L'atmosphère est constituée d'une concentration de divers gaz, dont l'hydrogène et l'oxygène. Un peu d'H et un peu d'eau. Tu sais sans doute où je veux en venir, n'est-ce pas ? Je le savais. En gros, pas d'eau, pas d'atmosphère. Et comme c'est l'atmosphère qui conserve toute la chaleur dont nous avons besoin, la planète serait très froide sans elle. Le contraste entre les endroits froids et moins froids deviendrait également très net. Tu vois, l'eau est essentiellement un stabilisateur de climat. Les océans absorbent presque toute la chaleur que nous envoie notre Soleil. Ils la répartissent uniformément sur la Terre et ainsi, celle-ci n'est ni trop chaude ni trop froide. Donc, sans eau, le rocher se transformerait progressivement en un désert froid. La température moyenne sur cette planète serait d'environ moins 73 degrés Celsius. Aux deux pôles, la température serait extrêmement basse, environ moins 184 degrés Celsius. Et même dans les endroits les plus chauds, elle ne dépasserait pas les moins 6 degrés Celsius. Ces endroits chauds, ce seraient nos anciens océans. Leur profondeur desséchée serait située beaucoup plus près du noyau de la planète. Attends, j'espère que tu n'imagines pas non plus cette planète toute couverte de neige. Nous n'avons pas d'eau du tout, tu te souviens ? C'est juste un rocher très froid. À ce stade, nous n'avons là qu'une version plus grande et plus brune de la Lune. La Lune est un morceau de terre sans eau, après tout. Eh mais qu'en est-il des volcans ? Ils représentent notre dernier espoir de chaleur, n'est-ce pas ? Malheureusement, l'activité volcanique diminue à cause du manque d'eau. Comme tu le sais peut-être, les volcans et leurs éruptions doivent leur origine à la collision de deux plaques tectoniques, la plaque océanique et la plaque continentale. Le poids de l'eau fait pression sur les plaques océaniques. Elles passent au-dessous des plaques continentales et forment les volcans. Donc sans l'eau pour faire pression, pas de volcan non plus. L'activité volcanique diminue donc considérablement. Le rocher serait une planète pleine de montagnes incroyablement hautes et nombreuses. Et chaque fois que les plaques tectoniques entrent en collision, elles formeraient de nouvelles montagnes et de nouvelles fosses. Certaines d'entre elles extrêmement profondes, comme la célèbre fosse des Mariannes. Je préviendrai bien les gens à faire attention à ne pas tomber, mais comme il n'y a plus personne... De plus, la météo, c'est fini. Sans eau, il n'y a plus de neige, de glace ou de pluie. Il n'y a même plus de nuages. Le vent soufflerait probablement assez fort cependant. Voilà le destin de la planète Rocher. Pas très reluisant tout ça. Alors, allons voir comment se porte notre globe d'eau. Il y a plusieurs milliards d'années, notre Terre était en fait entièrement recouverte d'eau. Puis, il y a environ 1 milliard d'années, le niveau de la mer a baissé. La matière terrestre est apparue. Cela a changé l'atmosphère de notre planète pour toujours. Et c'est ainsi que la vie est née. Mais que se passerait-il si elle revenait à son état d'origine ? Je vais vous le dire. Pour répondre à cette question, nous devons d'abord en savoir plus sur les planètes océaniques. Alors, à quoi ça ressemble au juste ? Ah, désolé, j'avais oublié. Nous n'en avons aucune idée. Nous n'avons pas trouvé de planètes de ce type car elles sont incroyablement rares. Je veux dire, il y a bien une planète de la constellation Ophiuchus que l'on pourrait définir comme une planète océan, mais je ne vais pas me risquer à prononcer son nom. Cependant, elle n'a pas grand-chose à voir avec ce que tu t'imagines probablement. L'eau qui s'y trouve est très étrange, c'est du jamais vu. Les scientifiques ont appelé ça de la glace chaude ou de l'eau super liquide, et c'est absolument unique selon nos connaissances actuelles. En général, cependant, les véritables planètes océaniques sont très difficiles à trouver pour diverses raisons. Ces planètes nécessitent des températures et une pression bien spécifiques.
Mais bon, hypothétiquement, à quoi ressemblerait une telle planète ? Tout d'abord, bien sûr, elle ne pourrait pas être entièrement composée d'eau. J'espère que tu ne t'imaginais pas une gigantesque boule d'eau tournant autour d'une étoile. Il lui faudrait quand même un noyau, ainsi que des fondations de base. Alors, imaginons que toute l'eau de l'ancienne Terre se soit mélangée et forme désormais un immense et unique océan salé. Un véritable rêve pour les créatures marines. Mais pas pour le reste d'entre nous. Les seuls animaux qui pourraient survivre dans cette situation, à part les poissons, sont probablement les oiseaux qui peuvent nager et se nourrir de poissons. Je pense que même si le niveau des mers augmentait considérablement, il resterait au moins quelques îlots à la surface. Ces îles seraient les sommets de nos anciennes montagnes, par exemple celui du mont Everest. Donc si ces oiseaux y construisaient leur nid, ils pourraient peut-être survivre pendant un certain temps. Mais toi et moi, que deviendrions-nous ? Eh bien, il nous resterait une chance en nous préparant à ce déluge énorme. Nous pourrions trouver refuge dans des sous-marins géants ou sur des bateaux gigantesques. Nous pourrions faire pousser de la nourriture à bord et pêcher dans l'océan. Mais sur les îles Everest, il serait peu probable que nous tenions longtemps. En cas d'accident, si nous n'avions nulle part où accoster, comment effectuer les réparations nécessaires ? Malheureusement, nous n'aurions plus d'eau potable. Elle viendrait de l'eau de pluie ou du filtrage de l'eau de mer. Il nous faudrait donc la stocker quelque part. Et tous ces récipients prendraient énormément de place et seraient extrêmement lourds. Mais de manière générale, ce globe d'eau ne serait pas un si mauvais endroit. Il y ferait assez chaud, la température moyenne y serait d'environ 10 degrés Celsius et l'écart entre les températures les plus basses et les plus hautes serait infime. De moins 29 degrés Celsius au pôle à 21 degrés Celsius à l'équateur. Comparé à la planète Rocher, ce n'est pas mal du tout. Le globe d'eau serait également légèrement plus grand que la Terre en termes de rayons, en raison du volume de l'eau. Mais la densité de cette planète serait au contraire assez faible. La gravité pourrait elle aussi être un peu plus faible. Maintenant, en ce qui concerne les deux planètes, si nous les placions sur l'orbite de la Terre, après un certain temps, elles s'éloigneraient encore plus l'une de l'autre et suivraient des trajectoires différentes. Elles s'aligneraient pour ne pas entrer en collision l'une avec l'autre. Sur l'une d'elles, l'année durerait 12 mois et sur l'autre, 10 ou 11. Et c'est à peu près tout. Imagine, toutes les planètes du système solaire se réunissent et décident que la Terre doit déménager dans une autre galaxie. Que se passerait-il alors ? Eh bien, si la Terre se faisait éjecter du système solaire, disons simplement que les choses deviendraient compliquées. Comme tu le sais peut-être, chaque planète occupe sa propre orbite par rapport au Soleil, garantissant le fonctionnement parfait de notre système solaire. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a des milliards d'années, les planètes et les astéroïdes se heurtaient constamment les uns aux autres. Il a fallu un certain temps avant que chaque planète ne trouve son orbite personnelle et que notre système n'adopte la formation qu'il a aujourd'hui. Maintenant, comme tu le sais peut-être, le facteur d'organisation le plus important du système solaire est la gravité. La gravité attire chaque morceau de matière vers tous les autres morceaux de matière dans l'univers. Et plus la masse d'un objet est élevée, plus sa force gravitationnelle est importante. Le Soleil représente 99,75% de toute la masse du système solaire. C'est précisément l'attraction gravitationnelle du Soleil qui a maintenu la Terre sur une trajectoire stable. Mais il ne faudrait même pas une rencontre interplanétaire surréaliste pour que la Terre se rebelle. C'est une possibilité réelle. Improbable, mais réelle. Par exemple, si une planète ou une étoile errante se rapprochait du système solaire, sa force gravitationnelle pourrait perturber notre organisation planétaire. Et sais-tu que cela s'est déjà produit ? Il y a environ 70 000 ans, une naine rouge a traversé le nuage d'Oort et a semé un certain désordre. Le nuage d'Oort est un cercle extérieur de débris spatiaux situé à la limite de notre système solaire. Il se trouve bien au-delà de Pluton et de la ceinture de Kuiper, et entoure le Soleil en une coquille sphérique géante. En plus des 8 planètes et de la ceinture de Kuiper, il existe une autre ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Or, les scientifiques s'attendent à ce qu'une autre naine rouge passe près de notre système solaire. C'est une étoile orange de la constellation de la queue du serpent. Les astronomes s'attendent à ce qu'elle passe près du Soleil dans environ 1,29 million d'années, à une distance d'environ 160 milliards de kilomètres.
Cette étoile a environ 60% de la masse du Soleil, ce qui serait suffisant pour causer de grandes perturbations dans notre système. Une fois que l'étoile sera entrée dans notre système, nous pourrons la voir dans le ciel nocturne sans aucun équipement. Ce sera comme regarder un petit point orangé apparaître dans le ciel. Au fil des mois, il deviendra de plus en plus gros jusqu'à ce que nous le voyions aussi pendant la journée. À un certain moment, il deviendra si gros et si brillant que nous ne pourrons plus le regarder directement. Tout comme il ne faut pas regarder le soleil directement. Mais nous le faisons quand même, n'est-ce pas? À ce moment-là, le ciel nocturne se remplira d'une étrange lueur rouge. Et après quelques mois, l'étoile orange commencera à rétrécir à nouveau. Elle deviendra plus petite que le soleil, mais alors le soleil rétrécira aussi. Oui, car le passage de Gliese 170 fera sortir la Terre de son orbite et sa force gravitationnelle nous fera perdre notre alignement naturel. La Terre errera ainsi dans le système solaire jusqu'à ce qu'elle atteigne l'espace. Que se passerait-il avec notre planète si cela se produisait vraiment? Tout d'abord, la Terre quitterait ce que l'on appelle la zone habitable. C'est une région assez étroite du système solaire où la vie humaine peut prospérer. Quel est le secret de sa réussite? De l'eau à l'état liquide. Les astronomes ont découvert que Mercure a aussi de l'eau, mais seulement au niveau de ses pôles nord et sud, où la lumière n'arrive jamais. Pluton, la planète naine située à l'extrémité arrière du système solaire, contient 30% d'eau, mais une grande partie se cache sous une épaisse couche de glace. Si la Terre quittait un jour sa place privilégiée en orbite autour du Soleil, elle voyagerait autour de la galaxie à sa vitesse orbitale de 108 000 km/h. C'est 1000 fois plus rapide que la vitesse de pointe d'un guépard. Plutôt rapide, donc. Au bout de plus ou moins un mois, l'humanité verrait la géante rouge Mars à l'horizon. D'ici là, nous ne recevrions plus que 44% de la lumière du Soleil que nous recevions auparavant. Si quelqu'un voulait donner naissance à une nouvelle civilisation, ce ne serait pas vraiment le moment idéal. Avec une lumière solaire réduite, il serait plus difficile pour les plantes de continuer à faire de la photosynthèse. Donc, la plupart de la flore de notre planète commencerait à périr. Quelques jours après avoir quitté l'orbite de Mars, notre planète serait confrontée à son premier vrai défi: traverser la ceinture d'astéroïdes. C'est une collection de petits corps rocheux et métalliques qui sont surtout des restes du Big Bang, qui a créé notre système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Donc, d'une certaine manière, c'est presque comme si nous voyagions dans le temps. Heureusement pour nous, la distance entre un astéroïde et son voisin est d'environ 965 000 km. Donc, après avoir passé un astéroïde, il nous faudrait un certain temps avant de tomber sur le suivant. Si nous parvenions à traverser cet obstacle sans dommage, alors nous verrions la première géante gazeuse de notre galaxie, Jupiter. Jusqu'à ce moment, notre fidèle Lune nous aurait suivis pendant notre voyage à l'intérieur du système solaire. Mais attends de découvrir la suite. L'énorme masse de Jupiter pourrait nous voler notre Lune. Après tout, la gravité de Jupiter est 2 fois plus élevée que celle de la Terre. Si notre Lune rejoignait l'orbite de Jupiter, elle ne serait rien moins que sa 80e lune. À ce moment-là de notre voyage, la température atmosphérique de la Terre aurait chuté de façon spectaculaire, jusqu'à environ moins 145 degrés Celsius. La vie sur Terre ne serait donc plus possible que dans des endroits très précis. La plupart de l'eau de notre planète aurait gelé à ce moment-là, mais seulement à la surface. L'activité du noyau de la Terre réchaufferait encore nos océans par en dessous, permettant à la chaleur de s'échapper et de maintenir une partie de l'eau à l'état liquide. En fait, le noyau de la Terre resterait actif pendant des milliards d'années après qu'elle ait quitté son orbite. Dans ce scénario, les microbes vivant près des cheminées hydrothermales prospéreraient. Mais peut-être qu'une certaine forme de vie serait également possible près de la chaleur fournie par ces évents thermiques au-dessus de la surface, dans des endroits comme le parc de Yellowstone. Une des rares options pour l'humanité serait de construire des villes profondément enterrées. Ce serait notre meilleure chance si nous voulions préserver la vie humaine sur notre planète.
10 ans après notre départ, nous serions profondément engagés dans le voyage interstellaire. Nous serions à plus de 4,5 milliards de kilomètres du Soleil, et notre système solaire ne serait donc plus qu'un lointain souvenir. Si tu vivais encore sur la Terre à ce moment-là, tu assisterais probablement à de grandes avancées technologiques. Les humains pourraient construire des villes souterraines entières en utilisant l'énergie géothermique. Nous aurions peut-être même découvert comment transformer la glace en énergie et créer un système durable et abondant pour le carburant. La glace serait aussi notre principale source d'eau. Et, à ce moment-là, le processus de transformation ne serait plus aussi coûteux. Les cultures souterraines prospéreraient, mais certaines plantes s'en sortiraient mieux que d'autres. La mousse, les champignons et les algues seraient d'excellentes alternatives, car ils sont beaucoup plus faciles à cultiver et à faire pousser en grand nombre. Cela signifie que l'essentiel de notre alimentation serait à base de plantes, car il serait sûrement difficile de faire paître des animaux sous terre. L'humanité pourrait continuer à vivre des milliers d'années de cette façon. Si la Terre passait par hasard près d'une étoile possédant une planète habitable, nous pourrions même tenter de nous installer sur celle-ci. Les vols spatiaux deviendraient plus faciles sans l'entrave de notre atmosphère. L'idée de s'aventurer sur d'autres planètes ne semblerait plus aussi surréaliste dans ce scénario. La seule chose que nous préférerions ne pas voir nous arriver, c'est que la Terre se précipite dans un trou noir. Si cela arrivait, disons simplement que nous serions tous transformés en spaghettis. Pas littéralement, mais nous passerions par un processus appelé la spaghettification. Dans ce cas, la planète Terre, et tous ceux qui y vivent encore, seraient étirés verticalement jusqu'au point de, disparaître. Mais c'est le sujet d'une autre vidéo. Heureusement, même si tout cela pouvait s'avérer, nous ne serions pas pris par surprise. Grâce aux progrès scientifiques et technologiques, nous serions capables de prévoir si une étoile passait trop près de notre planète. Et même si nous ne pouvions pas arrêter sa course, nous parviendrions très certainement à tout faire pour nous préparer. Et qui sait, peut-être que les générations futures qui regarderont cette vidéo seront surprises de la précision avec laquelle nous avons prédit l'avenir.